Florence Adair, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien au French Débat. Infectiologue et pneumologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, vous dirigez aujourd'hui l'essai clinique européen Discovery, qui a pour objectif de trouver un traitement antiviral efficace contre la Covid-19. Et nous comptons sur vous pour nous aider à mieux comprendre comment cette épidémie évolue, comment elle est gérée dans les hôpitaux et enfin, où en est concrètement la recherche d'un traitement et voire d'un vaccin. Mais tout d'abord, Madame la professeure, la France et l'Europe font face à une deuxième vague puissante qui n'épargne aucun pays, même ceux préservés pendant la première. Comment expliquez-vous ce retour brutal du virus en seulement quelques semaines et sur tout un continent? Alors, comment j'explique? Oh, ben, j'explique par quelque chose de relativement simple, qui est qu'on ne se débarrasse pas d'un virus si facilement que ça, surtout essentiellement d'un virus pour lequel on n'est pas du tout immunisé du point de vue collectif. Et donc, et puis un virus qui a un haut potentiel de transmission. Donc ça, c'est l'équation. Quand on met ces deux problématiques ensemble, on se retrouve avec plusieurs vagues successives. C'est-à-dire que, en pratique, je vais commencer en annonçant probablement une nouvelle qui ne va pas vous plaire, qui est qu'il peut y avoir plusieurs vagues successives dans la mesure où seules les mesures de distanciation sociale et les mesures barrières permettent finalement de limiter la transmission. Et ça veut bien dire que tant qu'on n'a pas atteint un seuil critique d'immunisation de la population, on est susceptible d'avoir un virus qui circule de façon chronique. Alors, soit dans des proportions très faibles, et c'est ce qu'on avait cet été, soit des proportions beaucoup plus importantes quand il y a bien sûr un nombre important de personnes qui sont de nouveau infectées et qui sont de nouveau transmetteuses. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, rien de très surprenant par rapport à ce qu'on sait des dynamiques épidémiques et des dynamiques pandémiques. D'accord. Et comment qualifieriez-vous aujourd'hui la situation actuelle en ce mois de novembre? Est-elle inquiétante, très inquiétante, grave, voire très grave et pourquoi? Alors, ça, non, je la qualifierais comment dire, d'attendu. Je veux pas aller dans le catastrophisme parce que c'est pas, il y a pas lieu de. On sait très bien comment ça fonctionne ces épidémies-là et ces pandémies. Et donc, c'était plus ou moins attendu, et c'est plus ou moins attendu qu'on n'ait pas nécessairement tout de suite, qu'on ne soit pas tout de suite en capacité de faire en sorte que ce virus circule à bas bruit sans générer de vagues, enfin, d'importantes vagues de transmission, en fait. Et pour nous, c'était plus ou moins quelque chose qu'on anticipait, de se dire qu'il y aurait plusieurs vagues successives et que plus on avance dans les vagues, et il faut voir les choses positivement, plus on y est préparé et plus on sait quoi faire pour que la vague dure le moins longtemps possible. Et que quelque part, ça s'inscrive dans notre ADN collectif d'appliquer les mesures qui permettent de limiter l'intensité de la vague et la durée de la vague. Sinon, certains spécialistes, pendant un moment, disaient que le virus avait muté et circulait donc de manière moins violente. Depuis, on a Mhm. pu entendre que cette théorie a été réfutée. Pour autant, Mhm. est-ce que vous avez constaté des différences entre le virus actuel et celui de mars? Alors, moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas constater de différence entre le virus actuel et l'ancien, ou si tant est qu'il y en ait un ancien, parce que je ne suis pas virologue et que mon expertise, elle est centrée sur la prise en charge des patients. Et donc, dans les patients que nous prenons en charge, dans les profils de patients, dans les sévérités des maladies, non, on ne constate pas de différence. C'est à peu près les mêmes profils de population qui sont hospitalisés. Simplement, probablement, nous, on a progressé dans les prises en charge. On est bien évidemment, nous aussi, on a été confrontés à une maladie qu'on ne connaissait pas au début. Alors, au début, on était peut-être un peu en situation où on apprenait à soigner au mieux cette maladie et au mieux de nos capacités avec ce qu'on avait sous la main. Et actuellement, on peut dire que nous, si un certain nombre de patients, euh, enfin, si toujours pas mal de patients arrivent à l'hôpital, on a l'impression que dans les prises en charge, on a vraiment beaucoup progressé et que ce qui a changé, c'est peut-être ça, plus que les profils de patients qui sont un peu les mêmes.
Et concrètement, vous parlez de différence dans la gestion des malades. Qu'est-ce qui a changé concrètement entre cette première vague et cette deuxième vague dans la gestion des malades dans les services hospitaliers? Alors, ce qui a changé concrètement, c'est qu'on a d'abord observé cette maladie, c'est-à-dire que sur la première vague, on a eu les premiers patients et on a pu observer comment cette maladie se déploie, et en particulier sur les patients hospitalisés, parce que ceux qui vont bien et qui restent à la maison et qui n'ont pas de ou très peu de symptômes, ces patients-là, bon bah c'est super, ils passent le cap tranquille à la maison et tout va bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fraction des patients qui arrivent à l'hôpital. Ça, c'est très important de comprendre que c'est pas tout à fait, et que du coup, il y a une hétérogénéité, et que notre créneau à nous, c'est de décrire une nouvelle maladie, donc d'en connaître un peu les modes évolutifs, ce qu'on appelle les modes évolutifs dans notre jargon, d'accord? Et à partir de là, de pouvoir décider de façon proactive d'un certain nombre de mesures d'action, entre guillemets, d'action de prise en charge. C'est-à-dire, est-ce qu'un patient va devoir avoir de l'oxygène? Est-ce qu'un patient va devoir avoir un médicament anti-inflammatoire, par exemple de la cortisone ou ce qu'on appelle des corticoïdes, qui va pouvoir limiter l'inflammation liée au virus. Est-ce qu'un patient doit recevoir des anticoagulants pour fluidifier le sang? Parce que, comme il a beaucoup d'inflammation, il a tendance à peut-être faire ce qu'on appelle des caillots, des thromboses. Donc tout ça, c'est des choses au début qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris, que l'on maîtrise maintenant, et qui nous permettent finalement de décider de façon algorithmique, comme on décide souvent en médecine, hein, on a un algorithme, tac, tac, et de décider de comment traiter les patients. Et donc, ça a considérablement optimisé les choses au lit du patient, concrètement dans leur prise en charge au quotidien. Le 19 avril dernier, vous étiez aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe pour présenter les informations dont vous disposiez sur le virus. Vous aviez notamment parlé du manque de connaissances concernant la disparité homme-femme, du faible impact sur les enfants ou encore sur les déterminants des formes graves. Depuis cette date, qu'a-t-on appris de nouveau sur le Covid et quelles sont encore ces zones d'ombre? Alors, c'est une très bonne question. C'est parce que c'est vrai que on a maintenant à peu près quoi? On a 9 mois de recul à peu près par rapport au début massif de l'épidémie en France et dans le monde. Et je peux dire que sur un certain nombre de questions, on n'a toujours pas de réponse extrêmement claire. Et ça, c'est un peu la différence qu'il faut faire entre la recherche sur des médicaments qui peut aller relativement vite, qui est toujours qui peut se chiffrer, on va dire, en semaines ou en mois, et la recherche dite translationnelle, qui est une recherche un peu plus longue et qui se situe un peu plus dans la durée, parce qu'il faut travailler sur des concepts qui sont un peu plus complexes, qui sont des concepts liés à l'immunologie, à la génétique. Et donc, pour l'instant, on commence à avoir des embryons de réponse, notamment en matière de susceptibilité génétique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a chez certains patients un profil génétique qui les prédispose à faire des maladies plus graves? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, et notamment au niveau, là encore, immunologique ou au niveau hormonal, qui les prédispose qui prédispose les hommes à faire des infections plus sévères? Tout ça, on est en train de le décrypter, et ce n'est pas le fruit d'une seule recherche, c'est le fruit d'une recherche collective mondiale où des tas de laboratoires de recherche translationnelle et fondamentale travaillent sur des données de patients et sur des prélèvements de patients, bien sûr, pour élucider toutes ces problématiques. Moi, j'aimerais parler un peu plus en détail justement d'une solution concrète pour endiguer la maladie. On entend souvent de plus en plus de cas de réinfection. Est-ce que cela pourrait remettre en cause la possibilité de trouver un vaccin? Non, pas plus que ça, parce que les drifts. Alors là, je dépasse un peu le cadre de mes compétences. Je vais plutôt parler avec peut-être plus mon bon sens médical, que la compétence sur tout ce qui est mutation, enfin modification du virus et efficacité vaccinale, c'est-à-dire le fait d'être infecté avec le même virus alors qu'on a été vacciné, si le vaccin est actif sur ce virus,
normalement, on ne doit pas être réinfecté ou très peu ou avoir quasiment pas de symptômes si on recontracte le virus. Parce qu'encore une fois, la vaccination, c'est une notion où dans l'inconscient des gens, on pense blanc-noir, c'est-à-dire si je suis vacciné, je ne dois pas l'attraper. Mais pour certains vaccins, c'est pas, la problématique ne tourne pas autour de ça, elle tourne autour du fait que si on est de nouveau en contact avec le virus, on développe une maladie tellement faible, voire complètement silencieuse, qui nous prémunit de développer quelque chose des symptômes assez sévères. Voilà. Et donc, si je réfléchis comme ça, et si on, comme on l'a dit tout à l'heure, la pression mutagène, c'est-à-dire la façon dont le virus se modifie à la faveur des mutations génétiques est très faible, et pas nécessaire et suffisante pour complètement changer sa carte génétique, d'accord, et donc changer et se retrouver avec des populations qui sont encore une fois naïves vis-à-vis d'un virus qui aurait totalement muté, ce qui n'est pas le cas du tout pour ce virus-là. Et ben à ce moment-là, je ne vois pas dans quelle mesure ça limiterait l'impact potentiel d'un vaccin. De votre côté, vous pilotez l'essai clinique Discovery, qui a pour but de trouver un traitement antiviral contre la Covid. Au quotidien, comment se déroule un tel essai clinique à échelle européenne? Au quotidien, comment ça se déroule? Oh là là, eh bien, ça se déroule avec un investissement qui est majeur. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je peux répondre à cette question parce que ça pourrait prendre des heures de vous expliquer quel est le process pour mettre en place un essai de cette ampleur-là. En pratique, il faut s'occuper de toutes les parties réglementaires qui sont énormes. Il faut s'occuper de motiver entre guillemets les centres et faire du lien avec les centres qui sont des centres qui incluent dans l'essai. Et il faut concrètement aussi piloter et superviser tout ce qui est database, c'est-à-dire exploitation des résultats. Alors ça, c'est pas moi qui fais ça, il y a toute une équipe méthodologique qui travaille autour de ça, mais globalement, on se réunit assez souvent pour discuter des résultats. Non seulement des résultats, mais surtout de comment interpréter ces résultats, les résultats qui sont bien sûr fournis par des experts méthodologistes qui analysent, qui font ce qu'on appelle des analyses intérimaires, d'accord, et ces analyses intérimaires sont régulièrement examinées par un comité indépendant, et le comité indépendant nous indique s'il y a des résultats intéressants, soit en termes d'efficacité, soit en termes d'inefficacité, soit en termes de tolérance des médicaments. Donc, très difficile de vous dire au quotidien comment ça se passe. Au quotidien, c'est un flux permanent de choses à gérer qui sont extrêmement lourdes, extrêmement chronophages et finalement qui ne vendent pas du rêve parce que c'est vraiment un travail de fond. C'est un vrai marathon. Et comment ça se passe justement pour éliminer un traitement? J'ai vu que vous aviez travaillé notamment sur l'hydroxychloroquine que vous avez mis de côté. À partir de quel moment vous vous êtes dit on laisse tomber tel ou Ouais. tel traitement parce que ça ne Alors, fonctionne pas? là aussi, c'est une super question parce que c'est la question fondamentale. C'est-à-dire, à la limite, on pourrait chanter tout ce qui est question réglementaire et compagnie et voir comment on arrive à ce résultat qu'on arrête un médicament parce qu'il n'est pas efficace. Et pour vous, finalement, c'est un peu la seule question qui importe. Est-ce qu'un médicament est efficace ou pas? Alors là, bah, c'est simple, on inclut des patients dans le protocole, mais quand on utilise des molécules pour la première fois, molécules, ça veut dire traitement, d'accord? Quand on utilise un traitement pour la première fois pour un virus qui est jusqu'alors méconnu, c'est-à-dire qu'en gros, le traitement, on le connaît, puisque par exemple, l'hydroxychloroquine, c'est un traitement très ancien, mais on ne l'a jamais utilisé sur le SARS coronavirus 2. À ce moment-là, on design un essai avec un bras de traitement un bras entre guillemets de l'essai qui prend ce traitement, à qui on administre ce traitement, et un groupe de patients à qui on ne l'administre pas. D'accord? Et on se fixe à échéance régulière de regarder un certain nombre de paramètres liés à l'évolution du patient. C'est-à-dire, par exemple, à 15 jours du traitement ou à 10 jours du traitement, on regarde si le patient a moins de température, a des paramètres respiratoires qui se sont améliorés, la fréquence respiratoire, plein de choses. Et puis, on peut regarder des paramètres biologiques. On peut regarder si l'inflammation a diminué. On peut regarder si la quantité de virus dans les prélèvements nasaux ont diminué. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de l'essai. Et quand on a inclus beaucoup de patients dans le bras de traitement
et qu'on a par ailleurs beaucoup en regard, c'est-à-dire vraiment l'image en miroir, beaucoup de patients dans le bras non traités, sans le traitement, mais dont la prise en charge a été par ailleurs exactement la même. C'est-à-dire les patients, ils ont eu de l'oxygène s'il en fallait, ils ont eu des anticoagulants s'il en fallait. Donc il y a finalement peu de différence, d'accord, entre ces deux groupes, mais la seule différence, c'est le traitement d'un côté et puis de l'autre côté, pas ce traitement qu'on teste. Et bien à ce moment-là, on peut conclure sur les paramètres que je vous ai cités précédemment, si le traitement a un impact ou pas, parce que c'est la seule différence a priori entre les deux groupes, ou à quelques, bien sûr à quelques différences marginales près. Donc, pour l'hydroxychloroquine en l'occurrence, mais aussi pour deux autres bras de traitement, on a conclu qu'à 15 jours, qui était là où on avait fixé la barre pour faire la première évaluation clinique des patients, et puis les autres évaluations, c'était est-ce que la quantité de virus, c'était les paramètres inflammatoires, c'était plein de choses dans le sang, des choses, enfin un certain nombre d'autres critères qu'on appelle des critères secondaires. Et bien, sur les analyses intérimaires, après qu'on ait inclus un grand nombre de patients, et que statistiquement, ce nombre soit nécessaire et suffisant pour dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les patients qui reçoivent ce traitement et ceux qui ne le reçoivent pas. C'est-à-dire que le traitement ne fait aucune différence sur les critères qu'on s'est fixés comme étant les critères de jugement qui vont nous permettre de dire si le traitement est efficace ou pas. Et sinon, aujourd'hui, très concrètement, vous en êtes où dans la recherche de ce traitement? Est-ce qu'il arrive? À quelle étape vous en êtes aujourd'hui? Alors, où on en est? On en est qu'actuellement, l'essai fonctionne avec un bras qui est toujours un bras sans traitement particulier. D'accord? Et cette méthodologie, elle est très importante, encore une fois, pour quand on essaye quelque chose pour la première fois. Et là, en l'occurrence, la première fois, c'est le virus. D'accord? Et on utilise des traitements sur un virus nouveau. Donc, il y a toujours ce bras sans traitement particulier, mais avec ce qu'on appelle le standard of care. Alors, le standard of care, c'est un anglicisme pour dire un traitement standard optimisé. C'est-à-dire, si le patient doit avoir de l'oxygène, encore une fois, des anticoagulants, des corticoïdes et tout, il les reçoit. D'accord? La seule chose qu'il ne reçoit pas, c'est la molécule qu'on veut tester par rapport à l'autre groupe, qui est l'autre groupe en miroir, qui est le traitement standard optimisé avec ce traitement qu'on veut tester, cette molécule qu'on veut tester. D'accord? Et actuellement, il y a deux bras. Donc, il y a ce bras-là et un autre bras qui teste un médicament qui s'appelle le Remdesivir, qui est un médicament qui a des propriétés antivirales sur le SARS-coronavirus et pour lequel on a besoin d'informations pour savoir où on pourrait le positionner de façon optimale dans la prise en charge des patients et à quel stade de la maladie des patients ce médicament sera le plus approprié. 6 semaines après le lancement de l'étude, certains de vos confrères estimaient que l'essai Discovery rencontrait, je cite, des difficultés à monter en puissance, pointant un échec européen. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise en place de cet essai, qui est quand même à l'échelle européenne, donc ça Tout doit à être pas fait, tout facile. à fait. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est un projet, en fait, c'est un projet en filigrane qui avait une ambition et cette ambition, elle était de pouvoir. Et ça, c'est important aussi qu'on en parle parce que ça concerne aussi, comment dire, c'est un projet qui est assez porteur d'espoir. Pourquoi? Parce que son ambition initiale, c'était de s'inscrire dans un schéma plus grand que lui. C'est-à-dire que Discovery, au début, cet essai européen, qui est maintenant européen, ça a été un essai qui a été d'abord inclus dans un consortium qui était le consortium de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que l'idée, c'était de dire que quand on est tout seul dans son coin, dans un petit pays comme la France, on a toujours plus de puissance, et notamment de puissance en termes de résultats, si on s'inscrit dans une structure plus grande que la sienne, de façon à ce que le nombre de patients inclus soit nécessaire et suffisant pour qu'on puisse apporter des conclusions assez rapides. Et donc, la première étape de Discovery, ça va être d'abord, une semaine après son ouverture, de rejoindre, d'être entre guillemets ce qu'on appelle un essai fille, hein, c'est-à-dire un essai conjoint de l'essai, du grand essai clinique de l'OMS, d'accord, qui s'appelle Solidarity. Et donc, grâce à Solidarity, on a pu accumuler beaucoup de données, ce qui nous ont permis récemment de conclure notamment à l'arrêt de ces 3 premiers bras de traitement. Et puis très vite,
on s'est dit, très bien, l'OMS, c'est un énorme conglomérat et il va y avoir des problématiques spécifiques aux structures sanitaires européennes qui vont se poser. Or, l'OMS, c'est une structure qui regroupe énormément de pays, mais avec des niveaux sanitaires très différents. Donc, l'idée, à un moment, ça a été de pouvoir harmoniser comment dire, notre organisation de recherche sur des pays d'à peu près de même niveau sanitaire que nous, d'accord? Donc, en l'occurrence, les pays environnants de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est super de pouvoir coller à une réalité qui est que l'Europe de la santé, ça doit se faire. Et donc, quoi de plus opportun qu'une pandémie pour essayer d'avancer dans cet objectif-là et de fédérer et d'agglomérer, entre guillemets, un certain nombre de pays autour d'un projet commun qui soit un grand projet de recherche dans le cadre d'une pandémie pour faire ce qu'on appelle de la recherche en temps réel. Donc ça, c'était la deuxième phase. Et quand on est arrivé sur cette phase-là, après avoir démarré l'essai, après avoir inscrit l'essai dans le consortium de Solidarity, c'est-à-dire avoir dit, bon, bah, OK, il y a un certain nombre de données qu'on va donner à l'OMS qui vont permettre d'avancer de façon au niveau mondial. L'étape suivante, ça a été de dire, bon, bah, très bien, maintenant, on va s'intéresser à comment on peut monter un consortium européen et petit à petit qu'on glisse de Solidarity vers un essai européen strictement européen. À ce moment-là, on a été confronté effectivement à des problématiques d'harmonisation des procédures d'un pays à un autre. Et ça a mis du temps, et c'est tout à fait vrai. Et c'est pas, en tout cas, ça n'est pas inexact de dire qu'il y a eu des problématiques purement liées à des aspects réglementaires qui nous ont ralenti dans le fait de pouvoir former, de pouvoir agglomérer cette masse critique de pays européens qui fassent exactement le même protocole de recherche. Et ça s'est débloqué cet été, notamment au mois d'août, où on a obtenu de la part de la Commission européenne, qui a été absolument super parce qu'elle a été relativement réactive quand elle a vu que c'était compliqué, qui a débloqué des fonds et on a obtenu un appel d'offres, ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire on a obtenu des sous pour un projet de recherche qui permettent de financer un essai sur une dizaine, voire peut-être, j'espère, une vingtaine de pays européens. Ça permet aussi d'avoir du monde pour nous aider, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement entre médecins qu'on s'organise, mais qu'il y ait toute une structure autour de nous, une structure juridique, une structure en matière réglementaire, justement, une structure en matière de pharmacologie, enfin pour aider à harmoniser toutes les procédures de libération, de transfert des médicaments d'un centre à un autre, d'accord, dans le cadre de la recherche. Toutes ces structures-là sont en train de se mettre en place. Et donc, effectivement, il fallait du temps pour mettre ça en place, et c'est en train de se mettre en place. Les Français, aujourd'hui, qui sont confinés, se demandent à quoi vont ressembler les prochaines semaines. Au regard de l'état actuel et de ce que vous voyez sur le terrain, pensez-vous que le confinement doit se poursuivre pendant les fêtes de fin d'année afin de sauver le système de santé ou est-ce que la situation va se débloquer d'ici quelques semaines? Alors, là, moi, je ne suis pas du tout qualifiée pour répondre à ça parce que finalement, si on y réfléchit, et très humblement, moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la partie thérapeutique et d'observer de près ce qui se passe dans les hôpitaux, mais uniquement dans les hôpitaux. Et donc, ce que je vois dans les hôpitaux pour l'instant, c'est qu'on est encore en phase où on n'a pas passé un cap de diminution d'hospitalisation, d'une part, et je n'ai pas la compétence en termes de visibilité épidémiologique globale pour pouvoir juger de savoir s'il faut prolonger le confinement ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la seule chose qui a permis la dernière fois de faire diminuer considérablement et de ramener à un niveau très faible ce fameux R0, c'est-à-dire le nombre de l'incidence, entre guillemets, des infections au niveau national, ça a été un confinement assez drastique. Là, on est sur un confinement qui est un tout petit peu moins drastique. Et parce qu'on sait très bien que les populations connaissent les enjeux, c'est-à-dire que je pense que tout le monde a compris le rôle que peut jouer la distanciation sociale, les mesures barrières, le fait de porter un masque en collectivité,
le fait de faire attention les uns aux autres, hein, c'est-à-dire en sachant qu'il y a des populations qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Et c'est ça la difficulté aussi. Et c'est peut-être aussi ce qu'on n'explique pas assez, c'est-à-dire que tout est lié. Même si c'est un certain nombre de populations, votre population à vous des 15-25 ans, n'est pas la population qui va faire des maladies graves. Donc je comprends que ce soit compliqué pour vous de comprendre qu'en fait, toutes les mesures que vous appliquez, qui sont des mesures contraignantes pour vous, sont des mesures pour lesquelles vous avez, entre guillemets, très peu de bénéfices, que les inconvénients et pas beaucoup de bénéfices, parce que finalement, c'est pas vous qui allez faire les formes les plus graves. Mais en revanche, l'idée, c'est de protéger d'autres populations qui vivent dans votre environnement, qui sont vos grands-parents, qui sont des parents ou des amis qui seraient un peu plus fragiles au niveau immunitaire. Enfin voilà, c'est pour protéger ces populations-là qu'on est obligé d'appliquer à tous des mesures qui sont assez contraignantes. Et je pense que quelque part, pour l'instant, il est difficile de répondre à la question de savoir si un mois va suffire ou pas, parce qu'on est au tout début de la période de confinement. Et je pense il faut qu'on examine un petit peu ce qui va se passer et puis de voir et de pouvoir de pouvoir pragmatiquement, entre guillemets, prendre une décision en fonction des résultats que ça va donner dans les premières semaines de confinement. Plus largement, le président a annoncé lors de son interview du 14 octobre que nous en avions au moins jusqu'à l'été 2021 avec cette pandémie. Comment, selon vous, va-t-il être possible de vivre avec le virus, comme on nous le répète souvent, pendant encore plusieurs mois, tout en évitant de perdre le contrôle sur cette situation et donc de limiter l'impact sur les hôpitaux? Eh ben, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement quasi sinusoïdal, c'est-à-dire ça va être, il y a eu la première grande vague, on espère que la deuxième va être un peu moins haute, et puis il y aura peut-être d'autres vagues, et petit à petit, on aimerait glisser dans un mode de fonctionnement en vaguelette, et arriver un jour à ce que, effectivement, grâce à un pli qu'on aura tous pris, qui est de vivre avec des mesures barrières, au moins sur, on va dire, des mesures barrières collectives qui soient bien appliquées, c'est-à-dire que tout le monde ait intégré cette notion vraiment de distanciation sociale, de port de masque, ça c'est très important, bien sûr de nettoyage des mains et des surfaces inertes qu'on pourrait partager les uns avec les autres, genre ne pas, vous voyez, utiliser, décontaminer les téléphones, des choses comme ça. On espère que petit à petit, on va avoir des vagues qui seront très rapidement et relativement facilement contrôlées, et que s'inscrivent finalement dans notre mode de fonctionnement collectif une prévention quasi permanente. Et ça, voilà, c'est ce qu'on espère en fait, c'est l'espoir qu'on a. Et vivre avec le virus, c'est pas quelque chose d'insurmontable, parce que de toute façon, il y a un principe de réalité qui est lié à ça. Mais c'est juste de vivre bien avec le virus, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit vécu comme une énorme contrainte ou une punition d'avoir à s'en prémunir de ce virus. Il faut que ce soit vécu comme une aventure collective qui nous permette, d'adopter des mesures de prévention les uns vis-à-vis des autres, qui sont des mesures élémentaires de prévention, si on y réfléchit, et de protéger certaines populations grâce à une action collective consentie, c'est-à-dire qu'on soit tous partie prenante dans l'affaire. Et la deuxième chose, c'est pour vous, votre génération à vous, mais moi, j'aimerais bien réfléchir avec vous à ça, c'est, voilà, ce virus, c'est un peu finalement comment dire, c'est un petit peu le reflet de ce qui peut se passer à un niveau macroscopique. C'est un reflet de l'évolution un peu des temps. C'est un virus qui nous pose des questions sur la façon dont on vit et comment on vit. Et je pense qu'avec nous, ce serait bien, et peut-être plus nous avec vous, qu'on réfléchisse à comment on veut désormais articuler notre réflexion sur l'avenir. Et moi, je ne vois pas les choses nécessairement négativement, parce qu'il y a une réflexion collective qui est importante et dont il faut tirer le meilleur parti pour, notamment en France, où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'expertise à plein de niveaux pour essayer de réfléchir à ce que peut être l'avenir ensemble. Et moi, j'y crois à ça. Et je pense que c'est votre génération qui va faire qui doit impulser ce travail-là.